Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour illustrer l'exposé d'Elisa Husson sur les bouleversements mondiaux auxquels sont confrontés les marchés, je vous propose maintenant de partir en Espagne, explorer la dynamique et la structuration de la filière en Espagne, ses opportunités et ses risques. Alors, mon exposé repose à la fois sur la veille internationale que réalise en continu le pôle économie de l'IFIP et aussi sur une étude spécifique réalisée sur ce pays cette année avec le financement de France Agrimer. Cette étude s'est appuyée sur l'exploitation des données et de la littérature disponible et ça a été complété par la réalisation d'entretiens auprès d'une vingtaine d'acteurs du secteur porcin espagnol lors de 3 missions d'études cette année et l'année dernière. Alors l'Espagne est le premier pays producteur et abatteur de porc de l'Union européenne. Ce graphe présente l'évolution pour les 3 premiers pays producteurs de porc de l'Union européenne, l'Allemagne en vert, l'Espagne en rouge et en noir la France, d'une part des abattages en tête et d'autre part de la production nationale, c'est la courbe en pointillé. Pour la France, les deux courbes se superposent car nous importons peu d'animaux vivants. En revanche, elles sont très écartées pour l'Allemagne, où les importations d'animaux vivants représentent un quart des abattages. Et en Espagne, l'écart qui se creuse depuis 2000 témoigne de l'augmentation des importations d'animaux vivants, en particulier des porcelets, suite aux pertes liées au SDRP qui sévit dans le pays. Alors, entre 2015 et 2021, l'Espagne a augmenté de 12,5 millions de têtes ses abattages avant de perdre 5 millions de têtes avec les problèmes sanitaires notamment. Sur la même période, l'Allemagne s'effondre et perd 15 millions de porcs abattus, soit un quart de ses abattages. Et la France, depuis 2000, en France, les abattages et la production s'érodent. En 2024, l'Espagne a réalisé un quart des abattages de porcs de l'Union européenne. Alors, en Espagne, la production, je pense que vous le savez, est concentrée dans le nord du pays, en particulier en Catalogne, qui est le bassin de production historique, mais aussi en Aragon, qui est devenue la première province de production depuis 2018, suite à une période de forte croissance, comme vous le voyez, et en Castille et Léon. Alors, en Catalogne et en Aragon, le cheptel semble avoir atteint un plafond depuis le début des années 2020, tandis qu'il continue de progresser en Castille et Léon. Et en 2020, plus de 70% des porcs en Espagne sont localisés dans la partie nord du pays. Alors, premier pays producteur de porc de l'Union européenne avec 4,9 millions de tonnes équivalent carcasse, l'Espagne est le deuxième consommateur avec 2,75 millions de tonnes équivalent carcasse en 2024, en augmentation de 9%. Derrière l'Allemagne, où la consommation la chute, et devant la France, où la consommation s'érode. En Espagne, le porc est la première viande consommée avec 50% des volumes devant la volaille, 35% et le bœuf. En termes de consommation par habitant et par an, l'Espagne est stable autour de 55 kg, loin devant désormais l'Allemagne qui est tombée à 39 kg et devant la France à 31 kg. Alors l'export a joué un rôle déterminant dans la dynamique de production espagnole. Ce graphe présente l'évolution depuis 1995 en noir de la production, qui augmente beaucoup, en bleu de la consommation, qui a augmenté un petit peu, en rouge des exportations totales, dont l'augmentation suit l'augmentation de la production, et en vert des importations qui restent faibles à 10% à peu près de la consommation espagnole. Et vous voyez que les exportations ont dépassé la consommation intérieure en 2020. En 2024, le taux d'auto-approvisionnement de l'Espagne était de 178%, après avoir atteint près de 200% en 2020, ce qui signifie que l'Espagne produisait 2 fois plus que son marché intérieur consomme. À titre de comparaison, le taux d'auto-approvisionnement est de 123% en Allemagne, et en France, on est à peu près à l'équilibre, on produit à peu près le même niveau que ce qu'on consomme. Ce tableau d'évolution en milliers de tonnes équivalent carcasse du bilan d'approvisionnement illustre le rôle qu'a joué l'export dans la dynamique de production. Sur 2015-2021, la production a augmenté de 1,2 million de tonnes équivalent carcasse en Espagne, qui ont trouvé intégralement leur débouché sur les marchés d'export.
Après, sur 2021-2024, le lien n'est pas direct, dans le sens où la production a reculé du fait des problèmes sanitaires et que l'export a reculé du fait des pertes de débouchés. Alors, le succès à l'export de l'Espagne se traduit ici avec une balance commerciale qui a augmenté de manière exponentielle en valeur. Et en 2024, l'excédent commercial de l'Espagne en porc était de près de 8 milliards d'euros, pour un excédent en volume de plus de 2,4 millions de tonnes. À titre de comparaison, la balance commerciale de la France sur la même période est passée d'un excédent en valeur de 113 millions d'euros à un déficit de plus de 600 millions d'euros pour un excédent en volume qui est inférieur à 100 000 tonnes. Alors, la présence de l'Espagne à l'international s'est intensifiée et diversifiée. La part des marchés tiers dans les exportations totales espagnoles était de 26% en 2013. Elle a atteint 62% en 2020 et 2021 pour retomber à 48%. Plus précisément, sur le marché intracommunautaire, le portefeuille de clients de l'Espagne est très diversifié, comme vous le voyez ici, avec des clients traditionnels que sont la France en premier lieu, l'Italie et le Portugal. Mais l'Espagne a aussi développé ses exportations, on parlait d'opportunités tout à l'heure, sur les marchés à l'est de l'Union européenne, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, etc. Et hors UE, sur les marchés tiers, le portefeuille est un peu moins diversifié avec une très forte dépendance au marché asiatique et en particulier à la Chine. Mais là aussi, l'Espagne a saisi certaines opportunités, notamment sur le Mexique, qui est le deuxième pays importateur au monde, mais aussi au Canada et aux USA. Et sur ces 3 destinations, les 10 dernières années, l'Espagne a multiplié par près de 8 ses exportations. Alors, la typologie des produits exportés par l'Espagne varie selon les débouchés. Sur le marché intracommunautaire, l'Espagne exporte principalement des pièces de découpe fraîches, en particulier des pièces désossées et des jambons avec os, et notamment vers l'Italie et la France, où les opérateurs utilisent ces pièces pour leur transformation. La part des exportations, le volume des exportations désossées a doublé ces 10 dernières années, témoignant du savoir-faire reconnu des découpeurs espagnols. 10% des exportations sur le marché intracommunautaire sont des produits transformés et qui sont notamment destinés au marché français et aussi au marché portugais qui partage avec l'Espagne une certaine goût pour la gastronomie espagnole. Sur les marchés asiatiques, la demande en abats est particulièrement forte en Chine, aux Philippines et au Vietnam. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Malaisie sont plus demandeurs de pièces de découpe. Après, les produits transformés sont minimes, mais bien implantés sur certains marchés, comme le Japon. La stratégie de valorisation de l'Espagne dépend un peu selon les marchés, mais aussi selon les pièces, comme vous le voyez, avec des prix moyens différents selon les produits. Ce qu'on note, c'est que l'Espagne parvient à mieux valoriser ses exportations sur le marché intracommunautaire. Si les évolutions de prix entre pays sont à peu près semblables au cours du temps, puisque c'est un marché interconnecté et très concurrentiel, l'écart de valorisation est quand même notable entre l'Espagne qui était à 2,57 € par kilo sur 2014-2021 et la France à 2,35, sans parler des Pays-Bas et du Danemark qui étaient à moins de 2. Sur les marchés tiers aussi, l'Espagne valorise bien ses exportations. Elle est juste derrière le Danemark, et en particulier une très bonne valorisation sur les produits transformés, du fait notamment des ports ibériques. Alors, face à ces opportunités de marché, la production a été très réactive aux signaux de marché. Premier facteur d'explication, l'organisation intégrée de la production porcine permet une diffusion très rapide des signaux de marché de l'aval jusqu'à l'amont. Alors en Espagne, l'intégration désigne à la fois l'organisation verticale de la filière avec des imbrications entre l'alimentation, l'élevage, l'abattage et la transformation, et aussi la production sous contrat d'intégration qui représente 75% des porcs produits.
On a 15% qui sont produits via des coopératives et 10% par des éleveurs indépendants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la contractualisation et l'intégration se renforcent avec des éleveurs indépendants qui choisissent de passer en intégration, pour certains, mais surtout face aux surcapacités des outils d'abattage, à la difficulté, voire l'impossibilité de créer de nouveaux sites d'élevage et à la concurrence pour intégrer les éleveurs en place, certains opérateurs espagnols choisissent aujourd'hui d'acheter des élevages pour sécuriser leur approvisionnement. Et deuxième facteur d'explication à ce dynamisme, une certaine liberté d'entreprendre perdure en Espagne aujourd'hui, peut-être en lien avec le poids économique de la production porcine en Espagne. Le porc représente 18% du chiffre d'affaires de l'agriculture en Espagne, contre 5% en France. Alors, au niveau de la production, elle est réalisée par des sites d'élevage de grande taille et spécialisés en essaige ou en engraissement. Alors, l'objectif, en théorie, c'est d'améliorer la maîtrise sanitaire et d'accéder à des économies d'échelle. Je dis en théorie car le sanitaire est une problématique de longue date en Espagne. La taille des sites est plafonnée réglementairement à 720 voire 864 UGB, ce qui correspond à des sites d'une taille maximale de 3500 truies en essaige ou 9600 porcs en engraissement. Mais en fait, dans la pratique, d'après le recensement agricole de 2020, la taille moyenne des sites en Espagne était de 1200 truies ou 3200 porcs à l'engrais pour les sites de plus de 500 UGB qui rassemblent 80% du cheptel. Les performances zootechniques progressent, heureusement, mais restent inférieures au niveau français et ont décliné ces derniers temps avec le SDRP. En revanche, la rentabilité de la production est meilleure en Espagne qu'en France. D'une part, le coût de revient du porc à la production entre l'Espagne et la France est à peu près semblable, car l'aliment plus cher est compensé par des prix de bâtiment et de travail bien moins chers. Et d'autre part, la compétitivité de la filière porcine espagnole, sa capacité à l'export et sa valorisation permettent de mieux payer les porcs à la production qu'en France. Alors, le ciel de cette success story s'assombrit un peu aujourd'hui. Les défis de la filière porcine espagnole sont multiples, sociaux, parce que là aussi, en Espagne aussi, les éleveurs vieillissent et la transmission des exploitations et le renouvellement des actifs s'annonce pas si simple que ça. Sociétaux, avec la montée des controverses et des oppositions entourant l'élevage intensif. Réglementaire, avec l'entrée en application depuis 2022 d'une multitude d'obligations pour réduire les usages d'antibiotiques, pour les meilleures techniques disponibles, la biosécurité, la protection animale. Sanitaire, je l'ai évoqué, et économique, avec l'inflation sur le prix de certains facteurs de production, comme le travail, et la fermeture des débouchés et la concurrence à l'export qu'on a évoquée. Alors, en termes de perspective, stop ou encore, c'était la question que nous posait France Agrimaire dans l'étude qu'ils ont financée. Alors, l'étude qui va paraître à la fin de l'année envisagera deux scénarios contrastés selon le poids relatif d'une part des freins que je viens d'évoquer, la pression sociétale et réglementaire, et en particulier l'obligation qu'auront les Espagnols, si ce n'est pas encore repoussé, d'augmenter la surface par porc en élevage, les oppositions locales, le manque d'éleveurs, et puis des leviers dont pourraient ne pas manquer de s'emparer les acteurs espagnols, les nouvelles opportunités qu'on a évoquées, intra-européennes du fait de la baisse de production dans le Nord, une meilleure maîtrise sanitaire, des gains de productivité en élevage, la saturation des outils d'abattage. Toujours est-il que sur le long terme, il faut garder en mémoire que l'évolution de la production porcine espagnole a déjà connu des phases de pause, en particulier après la crise de 2008, qui avait d'ailleurs conduit certains rapports à prédire l'arrêt de la croissance. Or, on voit bien que celle-ci est repartie de plus belle après cette pause, témoignant du dynamisme et de la résilience de la filière porcine espagnole. Je vous remercie de votre attention.